Oui, bonjour. Donc on va démarrer la dernière table ronde de la matinée en petit comité, comme je vois. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec les intervenants et puis un plaisir de vous avoir aussi dans la salle. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes très très motivés, donc ravi de vous avoir. Donc on est sur cette table ronde sur le sujet des démarches participatives en lien avec l'objectif de développement durable numéro 11, ville et communauté durable. Donc moi je suis Lucille Colombin, je m'occupe d'un programme régional intitulé Ouest Industrie Créative qui est porté par Nantes Université et co-animé avec l'école de design Nantes-Atlantique et qui implique 14 partenaires sur l'ensemble de la région. Alors que je maîtrise le petit outil. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants et intervenantes aujourd'hui qui sont avec nous et qui vont nous donner des points de vue complémentaires sur ces démarches participatives en s'appuyant sur des exemples concrets et des exemples locaux. On a tout d'abord le point de vue de l'action publique avec Tristan Riom qui est élu municipal et métropolitain à Nantes en charge du bâtiment, de l'énergie et des mutations économiques, tout récemment. J'en profite pour souligner que Nantes Métropole fait désormais partie des 100 villes qui ont été sélectionnées dans le cadre de la mission Ville climatiquement neutre et intelligente de la Commission européenne. On aura le point de vue du chercheur, l'observation avec Patrice Bourdon, qui est également avec nous, maître de conférence HDR en sciences de l'éducation et de la formation à Nantes Université. Le point de vue d'un acteur économique, qui opère des démarches participatives dans le cadre de son activité de bailleur social, Nantes Métropole Habitat, donc avec Julie Faucillon, qui est directrice des projets politiques de la ville et proximité à Nantes Métropole Habitat. Et puis enfin, le point de vue de l'animateur ou de l'accompagnateur de démarches participatives de co-conception, Florent Orseni, qui est directeur du City Design Lab à l'école de design Nantes-Atlantique. Avant de passer à des petites présentations de chacun des intervenants et puis aux échanges, je voulais juste rapidement en fait, reposer le contexte. D'abord de cet objectif de développement durable numéro 11 sur les villes et les communautés durables. Donc, en rappelant que la population mondiale est maintenant majoritairement urbaine et c'est une tendance lourde qui va s'accentuer. Que les villes, en plus d'être des pôles économiques, consomment également, et c'est logique, énormément de ressources et émettent du carbone. Bon, c'est intéressant d'avoir en tête que 600 villes réaliseront 60% du PIB mondial en 2025, donc on a aussi ce phénomène d'accélération de la mégalopolisation. Des conditions de vie assez inégales et qui peuvent être dégradées, pas dans toutes les villes, mais on va dire dans un certain nombre quand même, avec, ça c'est une étude de 2016, 90% des citadins qui respiraient un air insalubre, et encore plus de 800 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Et puis une urbanisation qui est rapide, donc des défis qui sont majeurs, concrets, et qui vont vraiment s'accélérer dans les années à venir, avec un poids très important sur les ressources, les infrastructures en particulier. Donc cet ODD, en fait, il place un certain nombre de défis, dont certains sont présentés ici, que ce soit la diminution de la pollution, une meilleure gestion des déchets, la création d'espaces publics qui soient sûrs et sains, l'amélioration des transports publics, l'accès à l'alimentation, la résilience et l'adaptation aux catastrophes et bien d'autres défis. Alors, je voulais faire un petit focus sur la question de l'inclusion sociale, parce que c'est aussi un point qui sous-tend le choix de traiter des démarches participatives aujourd'hui. La question, d'ailleurs, je commence par rappeler que dans le développement durable, on a vraiment ce triptyque entre l'économie, le social et l'écologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, et on ne peut concevoir de toute façon la durabilité que dans cette complexité. J'aime bien cette citation de l'UNESCO qui dit que dans une société inclusive, chacune dispose des mêmes opportunités pour réaliser son plein potentiel dans la dignité et dans l'égalité. Donc la question de la mobilisation de l'ensemble des citoyens, des habitants, est un sujet central. Et puis, je pense que peut-être Patrice reviendra là-dessus, sur la différence entre intégration et inclusion, qui est aussi quelque chose d'assez important, en fait, qui montre que l'inclusion, c'est une démarche qui permet à ce que l'ensemble des personnes, quelles que soient leurs caractéristiques, puissent s'impliquer. Mais ce n'est pas à ces personnes-là de faire l'effort de devoir accéder à des structures d'adaptation
pour pouvoir accéder à la société et à l'ensemble de ses services. Donc l'inclusion, c'est l'universalité. Et ça, c'est un sujet qui est assez important dans le développement durable. S'appuyer sur les habitants pour transformer la ville. Alors ça a mené à l'essor des démarches participatives. Là, on va parler des projets urbains, mais des démarches participatives, il y en a partout, dans énormément de domaines, mais particulièrement ici, avec des formats variés, dont on verra quelques-uns ici, des consultations, des concertations, des dispositifs de co-construction, des budgets participatifs, et puis avec aussi des objectifs durables différents, qui peuvent être de répondre à des exigences réglementaires du Code de l'urbanisme, mais aussi à la demande croissante des habitants de devenir vraiment acteurs de leur cadre de vie. Et puis ça peut être initié par des acteurs publics, mais ça peut être initié par des acteurs privés. Voilà, il n'y a pas de monopole. Je voulais juste, pour finir, avant de passer la parole aux intervenants, donner un exemple qui illustre le fait que ces dynamiques, elles se retrouvent en fait à toutes les échelles, et jusqu'à la Commission européenne, avec cet exemple d'un programme qui s'appelle le nouveau Bauhaus européen, qui a été lancé il y a peu de temps, en fait, en référence au Bauhaus, c'est-à-dire au mouvement artistique, à l'école artistique du Bauhaus des années 30, qui avait un peu réinventé, enfin, en tout cas qui avait inventé une nouvelle manière de faire de l'artisanat et qui avait eu un impact important sur l'industrie en particulier. Et en fait, ce nouveau Bauhaus européen, c'est vraiment l'idée que si on veut que les gens adhèrent aux enjeux de transition écologique, il faut créer le lien entre la durabilité environnementale, l'inclusion et l'ouverture, mais aussi la qualité de l'expérience usagée. Donc se mettre vraiment aussi à la portée des gens et rendre concret la transition écologique dans leur quotidien. Et les démarches participatives, c'est un moyen central pour y parvenir. Voilà, donc ceci étant posé, là je vais donner la parole à Patrice Bourdon en premier pour nous parler d'habitat inclusif partagé. Donc 3 minutes d'exercice. Merci, bonjour à toutes et à tous. 2 mots, donc Lucie a dit que j'étais universitaire. En fait, je travaille surtout sur les processus d'apprentissage, d'autonomisation des personnes généralement exclues, alors soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce qu'elles ont des difficultés d'apprentissage en prison, etc. ou autre. Et là, dernièrement, je coordonne un programme de recherche qui comprend les 3 universités publiques de la région, des laboratoires qui s'intéressent aux usages, et puis l'école de design de Nantes, les 2 polytechs, Nantes et Angers, etc. Et donc, on a été sollicité par une entreprise qui s'appelle la Résidence Sociale, une entreprise du médico-social, pour les aider à accompagner un passage entre des institutions fermées pour des personnes qui sont très gravement handicapées, peu autonomes, certaines sont dyscommunicantes, sont des jeunes adultes autistes, pour essayer de les accompagner vers une transformation et l'accès à un habitat. Alors moi je suis très prudent avec l'inclusif, peut-être je pourrais le dire, c'est pour ça que j'ai mis dit inclusif ou à visée inclusive, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grande différence entre intégration et inclusion. Je vous expliquerai pourquoi peut-être après. Et donc, à partir de ce projet, on essaie de développer un certain nombre d'outils pour imaginer l'activité future probable dans une nouvelle vie, une nouvelle activité, à travers de la réalité virtuelle notamment. On peut changer de slide si tu veux. Et pourquoi je disais que j'étais très critique sur l'aspect et sur la façon de penser l'inclusion, mais c'est pareil avec le mot durable. Hein. Vous voyez bien qu'on est dans une entrée développement durable et en fait la gourde est une gourde en plastique. Donc comment on prend ça dans un système global de durabilité? On a des spots qui nous éblouissent, qui doivent consommer. Voilà. Qu'est-ce que la durabilité et qu'est-ce que l'inclusion? Et donc moi ça ne m'intéresse pas tellement de parler de l'inclusion. Je vais plutôt parler de comment les gens ont accès, notamment à l'habitat, à la cité. Et là, pour les personnes les plus exclues, comment on peut donner accès
à un habitat que l'on appelle inclusif, parce qu'il y a des textes qui les appellent inclusifs. Accès à quoi? Accès à qui? Et comment on leur donne accès? En général, dans les questions d'inclusion, on va s'intéresser qu'au première entrée en haut à gauche, qui est le fait de pouvoir prendre part. Ça, c'est l'accès fonctionnel. Les gens vont faire leurs courses, on leur donne la possibilité d'accéder à un logement. Pour les personnes âgées, c'est pareil. On leur donne quelques possibilités qui sont liées aux capacités qu'ont ces personnes à s'adapter finalement à un fonctionnement général. Mais on s'intéresse peu aux trois autres entrées, qui est l'entrée faire partie, c'est-à-dire comment les gens sont reconnus comme membres de la société. Dans les entreprises, j'imagine que vous avez également ces questions qui se posent. Est-ce que les salariés handicapés sont des salariés qui sont reconnus comme membres de votre entreprise, ou est-ce qu'ils sont simplement des gens qui ont un emploi? Est-ce que, par exemple, dans le troisième entrée, est-ce qu'on leur reconnaît un rôle social? Est-ce que vous avez, par exemple, dans vos entreprises, des salariés handicapés ou très marginalisés qui sont délégués syndicaux, représentants en CE? Ou est-ce que ce sont finalement des gens lambda qui ne présentent pas de particularité? Donc, quelle reconnaissance sociale on leur donne et comment ils peuvent avoir le sentiment d'exister? Et enfin, est-ce que les personnes qui sont généralement exclues, on peut changer l'autre slide, est-ce que finalement ils ont celle d'avant, ils ont une possibilité de s'émanciper? Et donc, si j'affine, et vous pourrez prendre le temps de regarder ça, hein, il y a bien une question qui est liée au plan fonctionnel, de prendre part. Ça c'est assez facile, c'est l'inclusion, c'est l'intégration, les gens prennent part. Et puis il y a trois autres points qui sont plus complexes, qui est comment on reconnaît aux gens la possibilité d'accéder à un logement et d'être membre d'une communauté, d'une cité. Comment sur le plan symbolique on leur reconnaît le sentiment d'exister, ils ont le sentiment d'exister. Et sur le plan identitaire, comment on peut leur donner accès à la possibilité d'agir. Voilà. Merci beaucoup Patrice, on aura l'occasion d'échanger dans la table ronde sur les sujets notamment démocratiques qui sous-tendent... Voilà, ce sont les partenaires qui soutiennent le projet. Voilà. On va maintenant, je passe la parole à Tristan Riom et je vais vous passer. Il faut juste appuyer sur... Moi, j'ai pas de slide. Voilà, donc, très bien, pardon, il y en a juste une, donc voilà. Donc c'est bon, voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Tristan Riom, je suis élu à la ville et à la métropole de Nantes, et parmi mes fonctions, ce qui peut concerner la table ronde, donc je suis ce qu'on appelle adjoint de quartier, donc je suis dans la proximité avec les habitants pour tous les projets d'aménagement, et donc je vous parlerai un peu d'une partie de la participation qui touche vraiment les habitants directement dans leur quartier, et je suis aussi vice-président en charge du climat notamment, et donc je vous parlerai aussi d'une partie de la participation qui touche à la gouvernance des politiques climat. Donc je vais essayer de prendre trois exemples pour montrer comment est-ce que cette question de la participation à la transition écologique, elle s'illustre pour différents publics et pour différents types d'actions. Le premier exemple, ça va être la proximité, donc vraiment la rue ou le quartier. On a des budgets participatifs à la métropole, à la ville de Nantes, où en fait on encourage les gens à proposer des projets et participer ensuite pour mettre en place des choses dans leur quartier. Souvent, ça vient de problèmes que les gens posent, où ils viennent me voir en disant voilà, la rue elle n'est pas bien aménagée, on a tel problème, on a tel souci à résoudre, ou alors vous nous posez tel problème avec tel aménagement que vous voulez faire, ça peut aussi être dans l'autre sens. Et donc du coup, nous, on cherche à répondre en les engageant, en disant d'accord, et écoutez, on va vous donner les moyens de changer un peu par vous-même les choses. Et donc l'idée du budget participatif, c'est ça, c'est faire en sorte que les gens se regroupent, demandent du coup des moyens et ensuite agissent concrètement, puisque c'est pas juste des sous qu'on leur donne, il faut ensuite qu'ils aient un espèce de 50-50, on finance une partie et puis eux agissent concrètement. Et je trouve d'ailleurs dans ce qui a été expliqué là sur les différents modes de participation, justement, c'est pas juste du coup sur le prendre part à l'aménagement de la ville, mais on cherche aussi à faire en sorte qu'ils créent une association, qu'ils fassent partie d'un collectif, que ça développe tout un tas de choses derrière. Et le budget participatif, c'est pas que de l'habillage pour faire plaisir à nos électeurs, ça répond à une vraie fonction, c'est-à-dire que l'institution ne peut pas être partout, l'institution n'a pas des yeux dans chaque rue de la ville de Nantes, et les habitants sont les premiers à pouvoir nous dire là où on a besoin de mettre de l'énergie.
Et ça connecte avec ce que je vais essayer de montrer, c'est que la participation, c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est vraiment une question d'efficacité des décisions qu'on prend. Parce que si on ne fait pas participer, c'est pas dans un bureau avec des notes bien rédigées qu'on va prendre les meilleures décisions. Donc le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était les gouvernances des politiques climat. Donc là, on est sur un truc très macro. Les politiques climat, c'est vraiment tout un tas d'actions, de législations qui vont infuser tout un tas de choses très compliquées. Mais de plus en plus, il y a des gens qui veulent en prendre part, parce qu'ils viennent nous voir en disant bah, « moi je suis un citoyen inquiet du climat, je suis inquiet du réchauffement climatique, j'ai envie de savoir si vous êtes à niveau, et j'ai envie de prendre ma part ». Et donc on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on permet à des gens qui ne sont pas experts, qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas élus non plus, comment est-ce qu'on peut leur donner une place dans cette institution pour qu'ils puissent en quelque sorte nous évaluer et aussi participer à l'élaboration des politiques publiques. Et là, le choix qu'on fait, c'est plutôt de s'adresser à des associations, ça veut dire, ou à des groupes déjà formalisés. Donc on n'est pas sur des individus, on est vraiment sur des gens qui sont déjà réunis et qui ont une voix à porter. Et d'ailleurs, ça peut être aussi bien des militants politiques que des entreprises, puisque dans le cadre des 100 villes neutres en carbone, ça a été évoqué, on a les dirigeants responsables de l'Ouest qui font partie de ce groupement. Et donc on essaie de plus en plus de travailler nos politiques avec une gouvernance élargie. C'est pas facile, parce que par exemple, des militants associatifs, ils sont plutôt dispo à 18h le soir, et puis des gens dans les entreprises, c'est plutôt la journée. Et rien que cet élément technique peut compliquer le fonctionnement, mais il n'empêche que c'est une des choses qu'on essaye de faire. Et le dernier élément, pour créer de l'émulsion aussi, on a tout un tas de défis dans la ville de Nantes. Donc en fait, on a des possibilités de rentrer dans un programme de 1 an pour réduire sa consommation énergétique, pour réduire son empreinte alimentaire, donc l'empreinte environnementale due à ce qu'on consomme. Et donc pour ça, on paye des gens pour faire des défis avec des familles. L'idée de ça, c'est déjà de permettre aux gens d'entrer en transition au niveau individuel, mais aussi, encore une fois, de créer une émulsion et nous, de voir quels sont les freins. Parce que quand les gens ont suivi un programme de 1 an sur essayer de faire ma transition alimentaire, à la fin, ils ont plein de choses à nous dire sur qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas au 100% bio, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas atteint la neutralité carbone. Tous ces éléments-là, c'est une ressource très importante et très pertinente pour ensuite nos politiques publiques. Donc voilà un peu les différents publics auxquels on peut s'adresser. Et surtout, il faut penser au fait que quand les gens passent du temps pour participer, il faut vraiment donner de la valeur à ça, parce que c'est du temps bénévole, c'est du temps où on met du personnel, et donc il faut vraiment lui donner une grande valeur. Merci beaucoup Tristan. Je vais passer la parole à Julie. Donc, si vous pouvez également lui passer. Voilà. Bonjour, Julie Faucillon, donc je suis directrice des projets politiques de la ville et proximité à Nantes Métropole Habitat. Donc Nantes Métropole Habitat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bailleur social de la métropole nantaise. C'est 25 000 logements sociaux. On loge un Nantais sur 6 et on a 7 agences de proximité qui sont réparties dans les grands quartiers prioritaires de la ville, puisqu'on a 65% de notre patrimoine qui est en quartier prioritaire de la ville. Donc c'est le... Là. C'est la grosse flèche. Ah, pardon. Voilà, ça va mieux. Donc je vais vous montrer 3 projets qui ont une dimension participative forte. Le premier, c'est un projet d'habitat participatif en 100% locatif social. Donc l'habitat participatif, c'est permettre à des groupes d'habitants de concevoir leur logement, les parties communes, les espaces partagés et aussi leur choix de vivre ensemble. Donc là, c'est un projet qui a été livré en 2021 qui s'appelle les Jardins de Barbara, qui est pas très loin d'ici finalement, Nantes-Est, sur la ZAC Erdre-Porterie. Et il y a eu 3 phases, 3 grandes étapes pour la conception de ce projet. Il y a d'abord eu une phase de co-conception avec les habitants, création d'un collectif, donc des locataires qui ne se connaissaient pas, donc on a fait un appel à participation auprès de l'ensemble de nos locataires, constitution du collectif, rédaction du programme aussi de travaux, même si on avait... s'inscrivant dans une ZAC avec un urbaniste, on avait quand même des contraintes sur la forme du bâti, son emplacement, etc. Donc cette phase-là a été importante. Ensuite, la phase de coproduction.
Donc tout le projet de vie et d'autonomie du collectif et aussi la rédaction d'une charte de vivre ensemble avec les habitants. Donc cette phase a été particulièrement perturbée par le Covid, puisque voilà, ils n'ont pas pu se réunir comme c'était prévu durant toute cette phase. Donc ça a correspondu à la phase de chantier qui était vraiment la phase où il aurait fallu que les habitants s'approprient vraiment leurs futurs espaces, et c'était très compliqué pour des locataires qui n'ont pas l'habitude de travailler sur plan, de ne pas pouvoir visiter, se rendre sur place et continuer à faire vivre ce collectif. Et là, nous sommes dans cette phase de co-gestion qui est l'organisation de la vie collective. Donc ils ont emménagé, mais comment, une fois que le bailleur finalement retrouve sa place de gestionnaire, comment, sans être accompagné par un assistant maîtrise d'usage, ils peuvent continuer à vivre ensemble, à respecter voilà, les espaces partagés et créer cette dynamique collective qu'on cherche quand on fait un projet d'habitat participatif. Voilà. Slide. Donc, pour résumer, donc, il y a eu 3 phases d'intégration des locataires, puisque en logement social, je ne vais pas rentrer dans la mécanique, mais voilà, il y a tout un processus pour se voir attribuer son logement. Donc là, on était vraiment en phase amont, c'est-à-dire qu'on était bien en amont de la phase de commission d'attribution des logements. Donc les locataires qui ont participé à toute cette phase n'avaient pas l'assurance durant les 3 ans, enfin plus que 3 ans, 4-5 ans, de se voir attribuer définitivement le logement, puisqu'à la fin, il faut respecter des plafonds de ressources. Donc c'est une trentaine d'ateliers participatifs et 55 mois de travail en commun pour arriver à un vivre ensemble et à trouver une dynamique. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui se poursuit autour des enjeux de gouvernance et d'aménagement du jardin. Donc la gouvernance, je ne sais pas si on en reviendra dans la table ronde, mais c'est vraiment un enjeu essentiel, puisque c'est des choses... Voilà, ce n'est pas facile, notamment pour notre public de locataires qui n'est pas habitué à prendre cette place-là et cette position-là. Alors un deuxième projet, c'est celui des jardins partagés. On a engagé l'année dernière une redynamisation de nos 30 jardins existants, et on a souhaité, post-confinement, en créer 10 supplémentaires. Donc là, il y a vraiment eu, pendant cette période de confinement, une appétence pour le jardinage. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est retrouvé au niveau national, mais voilà, un besoin de retrouver, se réapproprier les espaces extérieurs. Et donc, c'était par la même occasion pouvoir contribuer au projet métropolitain sur la ville nourricière, sur la ville verte. Et donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour nous en tant que bailleurs pour créer du collectif et de la convivialité avec les locataires. Et ça permet notamment d'améliorer, enfin, entre autres, d'améliorer aussi le cadre de vie, puisqu'on peut le voir sur les images, c'est quand même plutôt sympathique de pouvoir occuper des espaces verts qui ne sont pas forcément toujours très appropriés, très qualitatifs. Donc voilà, on a aujourd'hui 350 locataires jardiniers, et en moyenne, on a 200 mètres carrés de superficie de parcelles. Et donc ça a été une dynamique qui a été totalement co-construite avec les habitants et nos 2 jardiniers animateurs. Et enfin, le dernier projet, c'est une serre, donc c'est sur les quartiers de Nantes-Nord, une serre pépinière au service de la transition écologique et alimentaire, puisque ça permet de répondre à pas mal de défis, notamment celui d'utiliser les toitures, donc dans la logique de non-consommation de foncier pour produire des logements, mais là en l'occurrence pour produire un espace nourricier. Donc par une surélévation d'un immeuble existant, on a créé une serre. Donc c'est 400 mètres carrés au service de l'agriculture urbaine, et c'est aussi un prétexte, un support pour créer du lien social avec les habitants du quartier. Donc la serre vient juste d'être livrée et elle commence à être appropriée par les habitants, puisque depuis plus d'1 an, il y avait une dynamique qui s'était créée, qu'on avait initiée au sol, avec la création d'un jardin partagé, avec des nombreux ateliers pédagogiques toutes les semaines avec l'association Beautiful, qui a créé une serre géodésique avec les habitants. Et donc là, on va s'engager vers la poursuite de ces ateliers de sensibilisation vers la serre, donc avec tous les enjeux que ça peut représenter, de gestion de l'eau, de ce qu'on peut y mettre dans une serre et qu'on ne met pas au sol. Et on imagine que cette serre viendra créer vraiment un réseau au service de l'agriculture urbaine, et pourquoi pas alimenter nos 40 jardins qu'on a sur les territoires.
Merci beaucoup, Julie. On aura l'occasion de revenir sur certains de ces projets. Voilà, je donne maintenant la parole à Florent Oui, Orsoni. merci. C'est l'occasion de dire que Nantes Métropole Habitat nous doit une petite visite de la serre. On a hâte de voir on a hâte de voir la mise en service. C'est un super projet. Et puis le RFI, effectivement. Je vais vous parler d'un projet, nous, qu'on a découvert pour changer de périmètre, d'être dans un périmètre rural. On a la chance d'accompagner la Poste, entreprise que tout le monde connaît bien ici, autour des nouvelles proximités de services en zone rurale. Et c'est un truc intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un levier absolument intéressant du côté de la participation citoyenne. Ici, on est sur la Poste de Brulon. Toujours, la Poste, c'est un élément extrêmement symbolique. Mais vous le savez aussi, il y a une part du courrier qui diminue. Je vais vous demander depuis combien de temps vous n'êtes pas allé dans un bureau postal. Sur la Poste de Brulon, ici, c'est 7 personnes par jour. Donc à un moment se pose la question du modèle, se pose la question de créer quelque chose de nouveau. Par contre, dès que vous touchez à la Poste, en fait, vous touchez à un symbole extrêmement fort et vous risquez d'avoir beaucoup de monde dans la rue, en fait. Et beaucoup de gens qui disent, voilà, on quitte un symbole de l'État, on quitte un symbole de l'aménagement du territoire. Et il y a quelque chose de très fort, et c'est très important ce que Patrice disait en introduction, c'est toute cette portée symbolique, et sur laquelle il faut également travailler. Et donc, en fait, d'un seul coup, on essaie de travailler en vision systémique, c'est-à-dire de se dire, ok, comment est-ce qu'on bouge le modèle et comment est-ce qu'on change complètement le modèle de la Poste. Et le design dans tout ça, eh bien en fait on s'aperçoit qu'il y a un curieux déficit de communication, de compréhension. Les gens vivent plutôt un abandon de la Poste en fait, quand il s'agit de se dire non mais qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on fait finalement à propos de ces nouveaux outils, comment est-ce qu'on modifie en fait la Poste dans ces petits villages ruraux. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec le design, dans toutes ces démarches de concertation, en fait, le design, c'est un outil de projection. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va essayer d'aligner les imaginaires, et on y revient aussi, d'aligner les représentations, de visualiser les possibles, de dire voilà ce qu'on pourrait faire avec une nouvelle Poste. Je reviendrai évidemment, si vous avez des questions là-dessus. Et donc, d'essayer de se dire, tiens, si une Poste devient un cinéma le soir, par exemple, si une Poste devient un endroit de médiation numérique aussi. Et donc, on essaie d'agglomérer en fait des acteurs autour de la table. Donc, la concertation, la participation, c'est aussi ça, de mettre un peu tout le monde autour au sujet de ces transformations, parce qu'on est vraiment sur une époque de transformation. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un décalage de perception. Si vous dites vous touchez à la Poste, vous avez des gens, on a fait une enquête à Saint-Marc-du-Désert, la crêpière ou le fromager le vivent comme quelque chose d'extrêmement négatif. On est sur ce qu'on appelle du design émotionnel, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des émotions qui sont totalement différenciées entre le sachant, c'est-à-dire la mère qui trouve ça très positif d'engager un processus de transformation de la Poste, et les autres. Et donc, il y a une nécessité d'embarquer tout le monde, d'agir sur, comme disait Patrice, pour essayer de vivre ça d'un point de vue assez positif. Et donc, c'est tout un processus, j'y reviens pas, mais on est sur des processus qui sont transparents. De dire, ok, première étape, deuxième étape, troisième étape, comment est-ce qu'on va embarquer des imaginaires et créer surtout une transparence d'un processus dans là pour dire, voilà, la Poste, elle ne peut plus continuer comme ça. Qui on agglomère, qu'est-ce qu'on met ensemble. Et vous voyez, il y a ces ateliers, ces moments d'échange et de projection des imaginaires, de partage d'idées et de détermination des besoins, et de travail sur site, c'est-à-dire recherche de concepts, confrontation des idées et programmation de futurs services avec des acteurs de terrain. Et donc, il y a vraiment l'idée d'embarquer du monde. L'idée, c'est de se dire, la Poste, en fait, va plus gérer forcément le courrier en direct, va le confier à un délégataire, en fait, avec une subvention de 900 €, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais ça peut être intéressant pour démarrer en fait d'autres activités à côté. Et puis, par le biais de comités départementaux de présence postale, ils peuvent aussi financer des travaux de remise à neuf de ces locaux.
Donc voilà, l'idée c'est d'embarquer tout le monde et d'essayer d'arriver à quelque chose, de designer ce qu'on appelle la mutualisation. Et donc cet outil du design, c'est vraiment de montrer, de programmer et de travailler tous ensemble. Et on est sur une démarche de recherche, c'est-à-dire qu'on est sur une méthode par étude de cas avec différents contextes qui sont par exemple une poste qui se transforme en maison des citoyens, une poste qui se transforme en nouveau service de proximité, géré et financé par la mairie et par la poste, ou encore une poste qui se transfère, et là c'est intéressant, c'est à Rouens, contribuer à la mise en dynamique du territoire, c'est-à-dire qu'on a un tiers-lieu alimentaire qui vient être porté, supporté aussi par la Poste. Et donc tout ça, c'est ces agglomérations de modèles, c'est ce basculement, c'est ces transformations. Si on le fait sans citoyens, vous avez tout le monde dans la rue. Et en fait, il s'agit de créer des dynamiques autour de tout ça sur ces enjeux-là. Voilà, c'était pour un cours descriptif. Merci beaucoup Florent, merci à tous les quatre pour ces présentations complémentaires et vraiment, vraiment intéressantes. On va maintenant passer à une discussion à la fois avec des questions et puis aussi assez libre. Hein. Donc chaque intervenant, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie de réagir sur un sujet, même si moi j'interpelle quelqu'un en particulier. Donc on va vraiment se poser la question de à la fois quelles peuvent être, comment est-ce que ces démarches participatives peuvent être mises au profit de nouvelles façons de vivre en ville. Ça peut être en ville, dans une métropole, mais aussi dans une ville plus modeste, des nouvelles façons de vivre qui soient plus écologiques, plus inclusives, on pourra revenir là-dessus. Quels sont les facteurs clés de succès, mais quelles sont aussi les limites. Et puis ensuite, on va parler également de la création de communs, de cette notion de collectif et de comment ces démarches, elles peuvent permettre aussi d'envisager différemment la manière de vivre ensemble. On posera les questions de gouvernance de projets urbains. Moi, je voulais commencer par une première question, peut-être à Julie et Tristan. En fait, on voit que les objectifs de ces démarches sont vraiment multiples. Et on a des formats qui sont aussi extrêmement variés. Et voilà, je voulais un peu vous entendre, savoir comment est-ce que se fait le choix finalement du type d'action ou de démarche participative. Quels sont les critères qui peuvent influer sur le choix de ces démarches ? Après, ça dépend vraiment du projet. Nous, on fonctionne en équipe projet, donc après, c'est aussi voilà, les équipes qui travaillent sur les projets qui peuvent être force de proposition. On fait aussi beaucoup de benchmark auprès d'autres bailleurs pour voir comment ça s'est fait chez eux. Et puis après, quand on prend l'habitat participatif, par exemple, c'était la question, est-ce que nous, on a les capacités en interne d'animer un groupe comme ça sur toute la durée ? Non, en toute modestie, on ne l'avait pas. Donc là, on est allé chercher aussi un tiers. Donc là, c'était un assistant maîtrise d'usage. Mais sur certains projets, on sait que par rapport à certaines populations qui peuvent être un peu fragiles, on a besoin de se faire accompagner de personnes qui savent mobiliser plus que nous, on sait le faire. Après, voilà, chaque projet est unique et on le re-questionne. Après, là où il ne faut pas se tromper, c'est vraiment de définir les objectifs qu'on veut se donner, qu'on veut se fixer, les ambitions. Et puis la méthodologie, enfin le cadre, il est hyper important parce que si on ne veut pas balader les locataires, puis ça va nous revenir tôt ou tard en boomerang, c'est vraiment se fixer les objectifs. Et puis aussi, qu'est-ce qui est de l'ordre du projet qui est fixé par le bailleur, c'est quoi le cadre? Nous, on va appeler ça les figures imposées. Et puis les figures libres, c'est justement tout ce qui va être de l'ordre de la marge de manœuvre avec les locataires. Et ça, c'est vraiment primordial. Et que c'est quelque chose que vous rendez transparent dans les démarches. Il faut l'exposer. Enfin, les règles du jeu, souvent, c'est petits basiques après qu'on apprend avec l'expérience quand on anime des ateliers. Mais voilà, le début d'une réunion, c'est qu'on pose le cadre, les objectifs, et puis on fixe les règles du jeu et pour que la séance se passe au mieux. Oui, moi, je pense qu'il y a un espèce de besoin d'autodétermination. Parce qu'à chaque fois, c'est des petits exercices démocratiques. Et c'est vrai que bon, après, ça dépend des personnes, mais moi, j'aime pas les cadres, par exemple. Donc, quand j'arrive et qu'il y a un cadre posé, généralement, ça me gonfle d'avance. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut laisser le temps aux choses. Quand on reçoit des habitants, laisser le temps du diagnostic, de parler ensemble et de convenir ensemble des meilleurs outils. Après, nous, en tant qu'institution, on a un panel d'outils qu'on peut mobiliser, mais on va venir les mobiliser en fonction des envies
et aussi de ce à quoi on cherche à répondre. Si c'est des habitants qui veulent faire l'aménagement d'une petite place, c'est pas pareil que si on a fait un grand débat sur la transition énergétique ou un grand débat sur la Loire, où là on est en train de travailler la structuration d'une politique publique sur plusieurs années. Donc je pense qu'il y a besoin d'un peu de méthode, parce que la démocratie, ça ne s'invente pas du jour au lendemain, ça demande d'être organisé, surtout quand on s'adresse à des gens variés, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas la même aisance. De la méthode, mais pas être trop rigide, parce que sinon on crée un cadre qui n'est pas compris et qui peut créer plus de frustration qu'autre chose. Et sur le pourquoi, ça me semble vraiment important. Maintenant, je trouve de plus en plus, il y a des gens qui ont une espèce d'expérience démocratique qui demandent à tout de suite définir le pourquoi on se retrouve. Et donc, la question tout de suite, c'est est-ce que ce qu'on va dire va être pris en compte? Est-ce que ça va me permettre de changer? C'est quoi le cadre que vous nous mettez et les intangibles? Tout ça, il faut que ce soit explicite, sinon c'est comme ça qu'on va potentiellement créer de la frustration. Je voudrais juste rebondir sur ce débat sur cadre et pas cadre. Nous, c'est vrai qu'il y a un cadre qui est donné par le maire, en fait, qui est sponsor de cette démarche La Poste. Voilà, on fait ça avec ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est cadre et pas cadre, parce qu'on dit, on réfléchit pas uniquement sur la transformation de La Poste, on ne s'interdit pas de réfléchir aussi sur la transformation du quartier qu'il y a autour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre précis où à un moment, le sujet, ça va être La Poste, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on modifie? Ou est-ce qu'on modifie pas? Est-ce qu'on reste sur un truc où La Poste va être avalée dans la mairie et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un dosage subtil. Bon, je pense qu'il ne faut pas partir non plus freestyle, voilà. Mais je pense qu'il y a un dosage subtil de cadre et pas cadre, en fait, et de s'autoriser à sortir du cadre, effectivement. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec une question pour Patrice et peut-être pour Florent aussi. Dans ce qui a été expérimenté, ce qui est en cours d'ailleurs encore d'expérimentation dans le projet qui est présenté, comment est-ce que vous fonctionnez pour permettre à l'ensemble des parties prenantes, y compris des personnes qui ont des capacités peut-être cognitives qui sont différentes, à la fois de comprendre les enjeux et puis d'agir, en fait, de s'exprimer et d'agir. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est l'enjeu scientifique, c'est ça qui m'a vraiment intéressé quand on m'a sollicité pour ce projet, parce que c'est assez facile de faire des recherches sur les choses. Alors, on peut aller dans une de vos entreprises, regarder presque, entre guillemets, on met un drone et on regarde comment ça marche et on dit voilà, bon, ça marche comme ça, on peut faire ça. Mais on n'est pas sûr que ça transforme l'activité quand on fait des recherches sur les gens ou sur les dispositifs. Et donc de faire des recherches avec les gens, ça nécessite qu'on mette en place une forme d'organisation, une forme de gouvernance, qu'on soit extrêmement impliqué régulièrement sur le terrain. Et là, pour le coup, on a ces 8 jeunes autistes, dont certains sont dyscommunicants complets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à échanger verbalement. Et puis, pour certains, ils ont 23, 25 ans, certains ont passé leur vie en institution. Ça veut dire que les parents de ces jeunes ont connu leur enfant et leurs jeunes adultes, enfants, que dans l'institution. Donc on essaie de regarder à la fois du côté des familles, du côté des professionnels qui les accompagnent, et du côté des jeunes, comment on peut prendre en compte, je parlais tout à l'heure d'autodétermination, prendre en compte des avis, des textures, comment sera leur futur logement, comment ils vont pouvoir participer à l'organisation collective, parce qu'ils ne vont pas être complètement livrés à eux-mêmes dans un studio indépendant. C'est une structure collective, mais ils ont quand même leur logement, ce qui change fondamentalement les choses, parce que des familles ont commencé à nous dire, pour la première fois de ma vie, je vais envisager d'aller manger chez mon enfant, et non pas dans l'institution. Et donc là, ça veut dire qu'on doit prendre en compte l'ensemble des participants sur ce qu'on appelle des boucles itératives d'activités, c'est-à-dire que régulièrement, on mène des évaluations, on mène des diagnostics, on prend des mesures d'échelle d'évolution, etc. Sur le plan scientifique, c'est très robuste et très documenté. On n'est pas les premiers à faire ça. Et puis surtout, on a une entrée qui est une entrée plurielle, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de Florent Orsoni et ses étudiants, on travaille, donc ce sont des gens qui sont spécialisés dans le design,
Il y a des informaticiens qui mettent de Polytech qui mettent en place, à partir de ce que l'on recueille comme données de terrain, y compris chez les jeunes, en les observant, en filmant, etc. On met au point des capsules de réalité virtuelle sur leur futur logement, mais aussi sur les espaces qu'ils utilisent actuellement. Et puis on prend des indices voilà, qu'on a dans nos méthodologies de recherche. Est-ce qu'ils transfèrent ce qu'ils font dans les capsules vidéo? Est-ce qu'ils les transfèrent dans la vraie vie? Est-ce qu'ils ont un peu plus d'interaction entre eux? Est-ce qu'ils sont un peu plus décideurs de leur activité? Est-ce que les éducateurs écoutent mieux? Qu'est-ce que ça change chez les familles? Donc on a un tas d'indicateurs et de variables qu'on va mesurer très scientifiquement et qu'on analyse. On filme beaucoup tout ce qui se passe. On a des heures et des heures de rush, y compris quand ils sont dans l'espace de réalité virtuelle. Là, vous avez mis au point avec nos équipes d'éducation en sciences de l'éducation un espace de collaboration à partir de design pour essayer de donner un pouvoir de décision sur leur futur logement, comment ils vont être aménagés, comment les espaces communs vont être aménagés. Puis là, on va démarrer une phase de travail en réalité virtuelle avec une équipe de Fribourg en Suisse qui, eux, ont mis au point des systèmes pour conforter les habiletés sociales, déplacement dans la ville, aller chercher de se nourrir, rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est bien d'avoir des recherches avec les gens dans une forme de gouvernance qui nous amène à prendre en compte l'avis, y compris des gens extrêmement dominés, qui ont du mal à donner leur avis. C'est un peu ce que disait Julie tout à l'heure. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à participer. Donc on a des méthodologies qui nous permettent et qu'on modélise, pas seulement pour ces 8 jeunes, qu'on modélise, et c'est le programme, la plateforme interdisciplinaire d'innovation qu'OIC a soutenue, qui justement va nous permettre de modéliser des possibilités qu'on pourra ensuite transférer dans d'autres situations, y compris des situations de travail. Florent, tu veux compléter ou... Oui, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on part d'un cas le plus défavorable, entre guillemets, le plus difficile, qui en fait, ce qu'on est en train d'apprendre là ne va pas s'appliquer seulement à des situations d'autisme. On est en train de mobiliser évidemment pas mal de connaissances qui vont nous permettre d'être diffusées au-delà de cette situation-là. J'entendais, tout à l'heure dans la conférence précédente, par exemple, les personnes très âgées. Comment on peut les amener à participer dans l'accès au logement? Parce que parfois, il y a des pertes de mémoire, il y a des troubles cognitifs, et donc d'une réunion à l'autre, ils ne savent plus très bien ce qui s'est passé. Comment, pour autant, on peut les amener à participer? Et en fait, en partant de ce cas défavorable, c'est une approche qu'on appelle Design for All, nous, c'est-à-dire on part de ce cas extrême, de ce qu'on appelle Extreme Users, et en fait, ça nous permet après de développer des méthodologies beaucoup plus inclusives, pour mieux intégrer, en tout cas, voilà, il y a évidemment des sujets, mais voilà, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a plusieurs modalités, on étudie plusieurs modalités d'approche. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir le regard des sciences de l'éducation aussi, votre regard scientifique qui permet d'avoir du recul aussi sur nous, ce qu'on fait au quotidien, quoi, sur ces pratiques, ces environnements inclusifs, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est la place de l'expérimentation, qui justement est un peu le terrain de rencontre. Et parce qu'on peut avoir imaginé une démarche participative, avoir des objectifs initiaux, mais quelque part, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi la vie, ces démarches participatives. Donc les choses évoluent, les gens prennent conscience, et cette expérimentation, elle est à mon avis, fondamentale. Tristan Je voulais donner un exemple sur ce que je relie une question d'inclusion, mais qui est un peu éloignée, qui peut l'illustrer différemment. C'est moi, j'ai affaire à des gens qui ont un rapport parfois un peu dur avec l'institution. Et l'autre jour, j'ai reçu un groupe d'habitants et une dame arrive et on devait parler aménagement de la voirie, donc des voitures, enfin la place de la voiture notamment, parce qu'on l'a fait reculer dans la ville de Nantes. Et des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents. Et quelqu'un arrive et commence à étaler des petites coupures presse où à chaque fois c'était négatif par rapport à la ville. Et elle commence la réunion en disant « moi les écolos, ils m'emmerdent », sachant que moi je suis écologiste. Et en fait, face à ça, je me suis dit, bon, la dame est énervée, mais je le comprends en fait. On est en train de toucher à son quartier et elle a l'impression qu'on ne l'écoute pas.
Donc on est resté super calme avec l'agente avec qui j'étais. Il y avait d'autres personnes qui étaient nos alliés et on s'est fait engueuler pendant 5-10 minutes. Mais à la fin de la réunion, comme on n'a pas relevé en fait son agressivité, on a essayé de la comprendre et de l'accompagner pour trouver des solutions, bah, ça s'est bien passé et maintenant on travaille ensemble. Et bon, du coup c'est une inclusion assez différente de ce que vous pouvez faire, mais c'est quand même se dire qu'il y a des gens qui ont un rapport différent avec l'institution, des gens qui ont un rapport différent avec ce que nous on fait, qui ne comprennent pas de la même manière. Et donc le prendre en compte et essayer de les inclure, même si a priori ils sont agressifs, bah, je pense que c'est aussi un enjeu important. Et c'est pareil sur la Poste, nous, quand il y a un déménagement de la Poste, au départ, c'est quoi déménagement, changement, ça cache quelque chose, c'est tout de suite extrêmement suspect, etc. Et puis en fait, voilà, il s'agit d'être à l'écoute. Moi, je crois beaucoup dans la démarche de transparence, dans expliquer pourquoi, avoir un maximum de données, et puis pas forcément imposer la vie, quoi. On peut aussi, c'est toujours très intéressant aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai que sur les déménagements postaux, parfois, on s'en prend plein la figure, faut reconnaître. C'est effectivement, c'est l'eau de toutes les transformations et c'est aussi l'explication d'un certain nombre de crises sociales qu'on a eues liées à des questions de transition écologique. C'est notamment ce que le programme du nouveau Barros européen que je mentionnais essaye d'adresser de manière assez directe. Moi, je voulais revenir sur la place de la voiture. Enfin, là, vous parliez de la place de la voiture. Effectivement, c'est un sujet... la voiture, c'est un symbole, comme tous les symboles qu'on a évoqués jusque-là. Et ça ça questionne la place des imaginaires, le rôle des imaginaires que Florent a déjà évoqué. Donc, comment est-ce que ces démarches participatives, est-ce que c'est leur rôle et comment est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on peut travailler sur ces imaginaires, notamment autour de la transition écologique ? Tout le monde ne partage pas les mêmes imaginaires. Je veux bien intervenir là-dessus. Alors, ça dépend de quel imaginaire on parle. Il y a de l'imaginaire personnel, voilà. Et puis il y a de l'imaginaire collectif. Ce dont parle Florent, c'est pas seulement de l'imaginaire, c'est aussi un certain nombre de pratiques qui amènent à ce que l'on ait des représentations sociales qui vont nous amener à fonctionner de telle et telle façon. Quand on va à la poste ou quand on va dans un autre organisme, on sait qu'on a des repères qui ne sont pas seulement de l'imaginaire. Et l'imaginaire collectif, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'on ne le maîtrise pas. J'imagine que vous êtes concerné par ça. On ne maîtrise pas la façon dont il se construit. Par contre, on sait que les démarches participatives qui permettent de recueillir pas seulement la vie, c'est l'implication des personnes, la façon dont ils vont accepter de transformer leur activité, la façon dont ils vont s'impliquer avec d'autres dans les entreprises ou dans le quotidien, ça va permettre de construire, non pas forcément un imaginaire, mais de construire ce qu'on appelle un futur probable de l'activité. Je me déplacerai de l'imaginaire au futur probable. C'est-à-dire que, ce midi, on va déjeuner ensemble, j'imagine des choses sur le repas. Mais c'est un futur qui est probable, c'est pas sûr qu'il soit comme ça. Et donc, ça va me demander de m'ajuster. Et dans l'entreprise, je pense que vous êtes amené tout le temps à vous ajuster à des choses que vous aviez imaginées, même organisées, pour pouvoir vous adapter à l'évolution de l'activité de l'entreprise. Et c'est pareil dans notre quotidien de chercheurs quand on travaille, par exemple, sur l'habitat dit inclusif. Oui, je veux bien réagir. C'est vrai qu'on a des imaginaires, mais qui se construisent aussi sur la société qui nous entoure. C'est-à-dire que pourquoi on imagine que la voiture c'est la liberté, parce qu'on a une ville qui est construite autour de la voiture et si on n'a pas de voiture, on est entravé dans plein de choses. Donc en fait, je trouve qu'il faut qu'on travaille sur les imaginaires, ce qui ne veut pas dire en imposer de nouveaux non plus, parce que sinon c'est une grande séance de manipulation et en vrai ça ne marche pas très très bien. Donc ça veut dire qu'il faut permettre aux gens de travailler ensemble l'imaginaire. Si vous demandez à des salariés de travailler sur leur entreprise, c'est pas pareil si vous dites le but de notre entreprise c'est de faire de l'argent, ou le but de notre entreprise c'est d'avoir un impact positif sur la société et de payer les salariés. Bon, du coup ils vont réfléchir différemment. De la même manière, ouvrir un peu l'imaginaire, ça peut être de replacer dans le temps long, voir comment la ville s'est transformée, se dire qu'on travaille sur un autre temps long et que finalement on peut se libérer un peu. Et je trouve que ça marche bien. Je suis souvent agréablement surpris
de la capacité qu'ont les gens à, par eux-mêmes, aller sur des questions d'imaginaire, en discuter entre eux de manière assez calme, pas du tout caricaturale, des débats entre les gens sur bah oui, mais moi, j'aimerais que la rue elle ressemble à autre chose, peut-être qu'on peut imaginer. Enfin, il y a une vraie maturité, je trouve, démocratique, et il faut qu'on l'utilise pour justement faire la transition. Peut-être, je ne sais pas de quoi tu voulais parler, Florent, mais plus particulièrement sur la question de la créativité. Moi, je trouve que la créativité, à partir du moment où elle est touchée, libérée, en fait, dans des sessions collectives, ça ouvre justement les potentialités, et ça, notamment sur les imaginaires, et ça crée autre chose. Oui, ça crée autre chose. C'est aussi le sentiment de pouvoir agir sur. C'est-à-dire, en fait, c'est pas forcément être hyper créatif, c'est reprendre creare du sens grec. En fait, c'est des éléments qui sont un peu dispersés comme ça, et puis on va les mettre ensemble et créer quelque chose. Donc, c'est pas forcément imaginer des choses entièrement de l'innovation. Je dissocierais créativité et innovation. Je parlerais quasiment d'intelligence collective, de travailler sur le collectif. Et en fait, je me fiche, moi, dans les ateliers, de quelque chose de réellement innovant qui ressort, en fait. Je crois qu'il y a une espèce de mythe, là, d'associer design et innovation. Je pense, enfin, même si ça s'appelle RFI, hein, ici, mais je pense qu'il y a une espèce de mythe. Ce qu'on crée, en fait, c'est des imaginaires communs autour de la violence des transitions. Moi, voilà, il y a vraiment un truc ultra violent qui est arrivé. On a la chance de bosser avec Stellantis. Stellantis, ça fait 5 ans que je sais qu'ils vont être en rupture de composants, qu'ils vont être sur des véhicules plus chers, etc. Donc voilà, c'est foutu cette histoire, en fait, de véhicules. C'est foutu, c'est très clair. Stellantis, ils nous le disent noir sur blanc, et c'est le plus gros constructeur de véhicules mondial. Donc voilà, il y a des choses, il faut avoir une prise dessus et surtout éviter d'avoir un espèce d'imaginaire peut-être fantasmé, flottant, et finalement en se collant à quelques éléments de réalité, c'est hyper important. Et sur la Poste, je reprends l'élément de la Poste, c'est bon, la transformation des villages, le truc, etc. On ne savait pas très bien comment l'aborder, et quand on l'aborde par un truc bon, qui fait mal, hein, mais qui est la Poste, en fait c'est très intéressant parce qu'on bâtit plein de choses en dehors du cadre, qui commence à faire bouger. Et voilà. Et c'est surtout l'idée de la création collective, en fait. L'imaginaire, c'est pas l'innovation, c'est la création collective. Une dernière question pour clôturer cette table ronde, peut-être en commençant par Julie. On a parlé de gouvernance, et en particulier d'enjeux de gouvernance participative. Et voilà, je voulais vous entendre un petit peu plus là-dessus, voir quels sont les leviers selon vous, quelles sont les difficultés en fait, et voilà, comment y remédier. Les difficultés, alors là, c'est plus pour projet d'habitat participatif, parce qu'on est allé extrêmement loin justement sur cette notion de collectif. Le jardin, ça reste de l'extérieur, ça ne nous touche pas forcément dans la sphère intime. Un projet d'habitat participatif avec des espaces partagés, forcément, c'est autre chose sur l'échelle de la participation. La question de la gouvernance a été très compliquée parce qu'il y a eu la rotation du collectif. Enfin, ça fait partie de tous ces projets-là, hein. Il y a des départs, malheureusement, il y a eu un décès. Enfin, voilà, des gens qui, au final, s'étaient investis. Et puis, la réalité fait que, une fois qu'on visite son logement et que ça devient concret, bah, en fait, non, on n'est pas prêt à quitter son ancien quartier. Enfin, voilà, pas mal de choses. Donc, des nouvelles personnes qui sont arrivées en phase de livraison, qui n'avaient pas participé à toute la démarche. Et là, finalement, au niveau de l'entrée dans les logements, le caractère plus individualiste est ressurgi de certains locataires. Finalement, c'était peut-être une opportunité pour accéder à un logement neuf et pouvoir avoir son mot à dire plutôt sur la phase de co-conception. Mais finalement, tout ce qu'il y avait après en termes de co-gestion, bah, tout d'un coup, ça nous intéresse beaucoup moins, et puis on sort du collectif. Donc ça, c'était vraiment des difficultés sur lesquelles on a été confrontés. Et on a eu besoin de faire intervenir à nouveau voilà, quelqu'un pour nous accompagner d'extérieur, parce que le rapport au bailleur était aussi compliqué à ce moment-là, parce qu'avec tout un tas de problématiques techniques en lien avec les problèmes d'approvisionnement de matériaux liés à la crise sanitaire, donc un projet qui ne s'était pas forcément terminé sur le plan technique,
Il y a aussi un choix que le collectif a fait et qui était crucial finalement, ça c'est pareil quand on parle des figures libres, des figures imposées. Pour des raisons financières, ils n'ont pas souhaité avoir une salle commune, qui est finalement le point de base de tous ces projets-là, c'est avoir un espace pour se retrouver. Et ils n'étaient pas prêts à payer des charges supplémentaires pour cette salle commune, ce qui fait que ça s'est transformé en préau, en cuisine d'été préau, et ils n'avaient plus d'espace pour se retrouver. Donc ça a posé vraiment des questions, et ça a mis à mal le collectif. Donc voilà, ça c'est des écueils que si on était amené à refaire ce type de projet, on se dirait peut-être que la salle commune, ça fait partie de la figure imposée. Enfin nous en tant que bailleurs, parce que derrière on sait que ça apporte des difficultés. Voilà, et puis tout ce qui est en lien aussi avec le voisinage, mine de rien, un projet d'habitat participatif, ça a créé de l'intime, ils ont tous leur lot de difficultés, et finalement, voilà, on parle souvent d'injonction au voisinage, finalement on est peut-être se retrouver sur un espace extérieur de jardin, créer du collectif, c'est peut-être suffisant. Après, partager notre quotidien et vouloir se voir plus, ça amène voilà, des questionnements sur le champ de l'intime, sur lequel nous, on n'était pas préparés en tant que gestionnaire de logements sociaux. Donc ça nous questionne aussi beaucoup sur nous, notre façon de gérer patrimonialement, en fait, cet habitat-là, puisque nous, dans nos modules de gestion, on s'adresse à un locataire, et là, on se retrouve face à un collectif qui a des revendications collectives, et ça, on sait moins le gérer. Donc il faut qu'on se re-questionne aussi sur nos métiers. Il y a des sujets de gouvernance qu'on retrouve à plein de niveaux, notamment dans les entreprises. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, les uns et les autres, sur le volet gouvernance, sur les enjeux démocratiques peut-être ou... Une petite conclusion ? Puisque à la base c'était la question de la participation pour les enjeux de transition écologique, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que la transition est un enjeu de civilisation, on doit changer de société, et c'est clair que les outils démocratiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants pour faire face à cet enjeu absolu et total. On doit changer, on doit changer nos idées, nos conceptions de ce qu'est la réussite, notre rapport à la liberté. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'on va devoir changer. Et je ne dis pas que moi j'ai la bonne réponse, je dis juste que de fait, on doit changer notre rapport à la réalité. Et donc ça, c'est clair qu'une élection tous les 3-4 ans, ce n'est pas suffisant comme exutoire pour tout ça. Donc je pense que la participation s'impose à nous de ce fait. Par contre, il faut qu'on y fasse attention, parce que moi je vois bien en tant qu'élu, quand je dis on va faire une démarche de participation, souvent c'est non mais attendez, dites-nous ce que vous avez décidé avant, ça sert à rien qu'on se réunisse 5 ou 6 fois sur le semestre, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention, et je pense que l'exemple par exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un processus extraordinaire, vraiment exemplaire en termes de manière dont ça a été conduite, et le résultat est décevant, d'une telle ampleur qui est presque équivalente à ce qu'ils avaient fait d'extraordinaire en termes de processus, quoi. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça, il faut qu'on soit honnête sur ce qu'on peut faire, ne pas faire, et il faut qu'on soit transparent, mais c'est clair que cet enjeu démocratique, il est central dans la transformation qu'on va vivre dans notre monde. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer là. On n'aura pas le temps de prendre des questions, mais si vous voulez peut-être les poser, vous pouvez échanger directement avec les intervenants. Est-ce que je peux dire un dernier mot qui est très vénal, je suis désolé, mais ce programme de recherche que vous pouvez retrouver sur un site que l'on a créé, en fait, est soutenu par la Fondation de l'Université de Nantes. Je pense que je peux revenir. Et cette Fondation de l'Université de Nantes, en plus d'autres partenaires classiques, en fait, peut recueillir des dons dans le cadre de crédit impôt recherche. Donc ça peut intéresser des entreprises si vous le souhaitez. Vous pouvez vous connecter sur le site Participe 3.0 ou sur Fondation Nantes Université. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de programmes de recherche qui peuvent être soutenus par des entreprises. Et vous pouvez pour ça bénéficier d'un crédit d'impôt recherche de 66%, ce qui n'est pas toujours négligeable. Voilà, c'était juste la pub financière. Merci sur ce. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et on peut applaudir tous nos intervenants.